À la mi-février 1943, le maréchal Erwin Rommel était assis dans son poste de commandement près de la frontière tunisienne, en train d'écrire une lettre à son épouse Lucie. Ses forces venaient tout juste d'écraser les positions américaines au col de Kasserine. À l'extérieur, l'Africa Corps célébrait la victoire. À l'intérieur, Rommel analysait ce qu'il venait d'apprendre sur les Américains. La lettre était directe, sans détour. Rommel écrivait que les Américains étaient faibles, insuffisamment entraînés, et que leurs officiers commettaient des erreurs d'amateurs qui, dans n'importe quelle armée européenne, auraient conduit à une cour martiale. Il venait d'observer les forces américaines se disloquer et fuir au col de Kasserine. Plus de 6000 pertes américaines en 6 jours. Des bataillons entiers s'étaient rendus. Du matériel abandonné sur le champ de bataille. C'était le même type d'effondrement qu'il avait vu chez les Françaises en 1940. Les Américains n'avaient pas seulement perdu à Kasserine. Ils avaient été humiliés. Des soldats qui avaient grandi nourris par les récits héroïques de la Première Guerre mondiale se demandèrent soudain s'ils étaient réellement faits pour la guerre. Rommel ne voyait pas seulement une ouverture tactique, il croyait assister en temps réel à la rupture de l'esprit américain. Il écrivit à Lucie que si l'Allemagne pouvait lancer une nouvelle offensive dans les semaines à venir, elle pourrait repousser les Américains à la mer avant qu'ils n'apprennent à se battre correctement. Cette évaluation fut transmise à Berlin, exploiter immédiatement la faiblesse américaine, ne pas leur laisser le temps de s'adapter. L'analyse de Rommel ne reposait pas sur des préjugés, mais sur des performances observées. Au col de Kasserine, les forces américaines avaient montré de multiples défaillances critiques. Leur commandant avait mal positionné les unités. La discipline radio s'était effondrée sous la pression. La coordination entre l'infanterie et les blindés était inexistante. Lorsque les forces allemandes attaquaient les unités américaines, se repliaient sans ordre, déclenchant une panique en chaîne. Le commandant du 2e corps américain. Le général de division Lloyd Fredendall avait installé son quartier général dans un canyon, situé à plus de 100 km derrière les lignes de front. Il commandait par radio et par téléphone, sans jamais voir le champ de bataille. Ses ordres étaient confus et contradictoires. Les officiers du renseignement allemand compilèrent des rapports détaillés. Le matériel américain était satisfaisant. Les soldats américains se battaient courageusement lorsqu'ils étaient acculés. Mais la structure de commandement américaine était amateur. Ces soldats n'avaient jamais affronté la Wehrmacht auparavant. Ils apprenaient la guerre en temps réel, face à ce que l'Allemagne avait de meilleur. Rommel calcula qu'il faudrait au minimum 6 mois aux Américains pour résoudre leurs problèmes de commandement et probablement 12 mois pour développer une doctrine efficace. Si l'Allemagne frappait de nouveau en mars, les résultats seraient similaires à ceux de Kasserine. La doctrine blindée allemande avait fait ses preuves contre tous les adversaires depuis 1939, concentrer une force supérieure sur un point faible, percer avec des pointes blindées, exploiter la percée avec des formations mobiles, forcer l'ennemi à se replier ou à être encerclé. Cette doctrine avait anéanti les armées françaises en 6 semaines, détruit les armées soviétiques en 1941 et repoussé 2 fois les forces britanniques à travers l'Afrique du Nord. Elle fonctionnait parce que la plupart des armées combattaient de manière défensive, cherchant à tenir des lignes que la mobilité allemande pouvait contourner. Kasserine avait montré que les Américains combattaient de la même façon. Ils établissaient des positions défensives et attendaient l'attaque. Lorsque les blindés allemands se concentraient sur des secteurs faibles, les forces américaines se repliaient au lieu de contre-attaquer. Rommel étudia le terrain autour d'El Guettar,
au centre de la Tunisie. Il était parfait pour une nouvelle démonstration. Si les forces allemandes attaquaient à la fin mars, elles surprendraient des unités américaines encore en train de se remettre de Kasserine. L'avantage psychologique à lui seul serait décisif. Berlin approuva l'analyse de Rommel. Une offensive supplémentaire briserait complètement le moral américain. L'Allemagne pourrait alors redéployer ses forces face aux Britanniques, pendant que les Américains renverraient chez eux une armée vaincue. Le renseignement allemand signala toutefois un changement de commandement au début du mois de mars. Le lieutenant-général George S. Patton, Jr. avait pris le commandement du 2e corps le 6 mars 1943, le même corps qui s'était effondré à Kasserine lorsque Patton arriva au quartier général du 2e corps. L'atmosphère changea, avant même qu'il ne prononce un mot. Il arriva dans un convoi hurlant sirène, en tête portant ses célèbres revolvers à crosse d'ivoire. Il ne se contenta pas de donner des ordres, il lança un ultimatum. L'époque de l'Américain mou était terminée. Patton obligea les hommes à porter cravate et casque réglementaire sous la chaleur du désert, non par vanité, mais pour leur rappeler qu'ils étaient des professionnels, pas des réfugiés vaincus. Les officiers, arrivant sans uniforme conforme, étaient immédiatement sanctionnés. Les soldats qui ne saluaient pas étaient réprimandés publiquement. Un seul général ne pouvait pas corriger des problèmes systémiques en 3 semaines, telle était l'évaluation allemande. Patton pouvait peut-être améliorer légèrement le moral, imposer une discipline plus stricte, mais il ne pouvait pas enseigner une nouvelle doctrine à tout un corps d'armée en moins d'1 mois. La santé de Rommel déclinait. Ses troubles gastriques et son épuisement s'aggravaient. Mais son esprit tactique restait affûté. Il passa une dernière fois en revue le plan d'attaque d'El-Guettar avant de céder le commandement opérationnel au général Hans-Jürgen von Arnim. Le plan reposait sur des tactiques défensives américaines, sur leur hésitation, sous la pression, et sur l'idée que 3 semaines ne suffiraient pas à transformer une armée. Chaque hypothèse était logique au regard de l'expérience allemande face à tous les adversaires précédents. Le 22 mars 1943, les forces allemandes se préparèrent à attaquer les positions américaines près d'El-Guettar. L'ordre de bataille allemand comprenait la 10e division blindée, équipée de chars Mark V, ainsi que la division italienne expérimentée Centauro. Les commandants allemands informèrent leurs unités des réactions américaines attendues. Les Américains devaient défendre à partir de positions fixes. Lorsque les blindés allemands se concentraient, les Américains appelleraient un appui aérien qui pourrait ne jamais arriver. Si la pression augmentait, ils se replieraient comme à Kasserine. Les chars allemands disposaient d'une puissance de feu et d'une protection blindée supérieure. Les canons allemands de 75 mm pouvaient percer le blindage des Sherman à plus de 1800 mètres, tandis que les canons des Sherman devaient s'approcher à environ 450 mètres pour être efficaces. Cet avantage technique en puissance de feu était décisif dans le terrain désertique ouvert. L'artillerie allemande avait préparé des plans de tir pour neutraliser les positions américaines. Toute l'opération était conçue pour exploiter ce qui avait fonctionné à Kasserine. Le 23 mars 1943, l'aube se leva sur El-Guettar. Les forces allemandes avancèrent, s'attendant à une nouvelle victoire. Elles allèrent découvrir que 3 semaines avaient suffi pour changer tout ce qui comptait. L'attaque allemande débuta à 6 heures du matin. Les éléments de tête de la 10e division blindée avancèrent vers les positions américaines, tenues par la 1re division d'infanterie, la Big Red One. La visibilité était bonne. Le terrain était favorable.
Tout correspondait au plan opérationnel. Puis l'artillerie américaine ouvrit le feu. Pas des tirs de réglage, pas des tirs dispersés, mais des salves coordonnées, temps sur objectif, qui faisaient tomber simultanément plusieurs batteries sur les positions allemandes. Chaque pièce du deuxième corps pouvait concentrer son feu sur un point unique, à la même seconde précise. Ce niveau de coordination de l'artillerie était quelque chose que les forces allemandes, encore largement dépendantes de l'artillerie hippomobile, ne pouvaient pas reproduire. La précision était stupéfiante. Le volume de feu était dévastateur. Des chars allemands furent touchés de plein fouet. Les opérateurs radio entendirent des appels urgents d'unités d'infanterie, demandant des évacuations médicales. Les Américains n'étaient pas neutralisés. Ils ripostaient avec une précision révélant des observateurs avancés professionnels et des équipes d'artillerie expérimentées. La 10e division blindée continua d'avancer. C'était la résistance attendue. Les Américains finiraient par céder, sous une pression soutenue. Les commandants allemands ordonnèrent aux unités de traverser le barrage d'artillerie et de fermer sur les positions américaines. Les chasseurs de chars américains ouvrirent alors le feu depuis des positions dissimulées. Les chars Mark V allemands commencèrent à être touchés sur les flancs. Les Américains ne défendèrent pas depuis des positions évidentes. Ils avaient disposé leurs armes anti-chars de manière à créer des tirs croisés, rendant les blindés allemands vulnérables, quelle que soit leur orientation. À 9 heures du matin, les forces allemandes avaient pénétré de près de 1800 mètres dans les positions américaines. C'était normal pour une offensive, mais les Américains ne se repliaient pas. Ils menèrent des retraits combattants vers des positions secondaires préparées. Pour les hommes de la 1re division d'infanterie, El Guettar n'était pas seulement une bataille, c'était un exorcisme. C'étaient les mêmes soldats qui avaient été humiliés à Kasserine. Lorsque les chars de la 10e Panzer avancèrent vers eux, la Big Red One ne chercha pas une issue. Elle regarda dans ses viseurs. La peur avait été remplacée par une rage froide et professionnelle. Les interceptions radio-allemandes captèrent les communications américaines. Le ton était calme et professionnel. Les officiers donnèrent des ordres tactiques clairs. Les unités signalèrent leur position et coordonnèrent leur champ de tir. Ce n'était pas le chaos paniqué entendu à Kasserine. L'infanterie américaine tenait ses positions sous le feu allemand jusqu'à recevoir l'ordre de se replier. Lorsqu'elle se repliait, elle occupait de nouvelles positions et reprenait le combat. Elle ne fuyait pas. Elle exécutait des retraits tactiques qui préservaient la cohésion des unités tout en rendant l'avance allemande coûteuse. Sur le flanc droit allemand, la division italienne Centauro signala une résistance intense. Les tirs de contre-batterie américains clouaient son infanterie sur place. Lorsque les unités italiennes avançaient, les positions de mitrailleuses américaines ouvraient le feu depuis des champs de tir, se recoupant. Les Américains avaient correctement préparé le champ de bataille. À midi, l'avance allemande s'était arrêtée à environ 2700 mètres. Ce n'était pas la percée à laquelle Kasserine avait habitué les commandants allemands. Le général Hans-Jürgen von Arnim, qui commandait les forces allemandes en Tunisie après le départ de Rommel, reçut les rapports d'El Guettar à son quartier général. L'attaque n'atteignait pas ses objectifs. La résistance américaine était organisée et efficace. Les pertes augmentaient sans provoquer l'effondrement américain attendu. Cela ne correspondait pas aux évaluations du renseignement. Von Arnim étudia les rapports tactiques avec une inquiétude croissante. Quelque chose de fondamental avait changé. Les Sherman étaient toujours inférieurs en armement aux blindés allemands. Le terrain n'était pas radicalement différent de celui de Kasserine,
mais les Américains combattaient avec une coordination et une agressivité que les commandants allemands n'avaient pas anticipées. Les interceptions radio révélaient manquer des officiers américains donnant des ordres tactiques confiants. L'artillerie concentrait ses feux avec une précision dévastatrice. L'infanterie contre-attaquait au lieu de se replier. Ce n'était plus la force démoralisée d'il y a 3 semaines. Le 24 mars, von Arnim recommanda l'arrêt de l'offensive. Les pertes allemandes étaient importantes sans percée décisive. Les Américains étaient trop solides dans leurs positions actuelles. L'attaque fut suspendue et les forces allemandes se retirèrent. Le renseignement allemand chercha à comprendre ce qui s'était produit à El-Guettar. Des soldats américains capturés furent interrogés. Des documents récupérés sur le champ de bataille furent étudiés. Il fallait identifier l'origine de cette transformation. Les Américains n'avaient pas reçu de nouvel équipement. Ils n'avaient pas bénéficié de renforts significatifs. Ils n'avaient pas passé des mois à s'entraîner, selon de nouvelles tactiques. Le changement s'était produit en 21 jours sous le commandement de Patton. La méthode de Patton était simple mais radicale. D'abord, une purge du commandement. Il renvoya les officiers qui hésitaient et promut ceux qui attaquaient. Les postes de commandement furent confiés à des officiers qui comprenaient que la vitesse et l'agressivité gagnaient les batailles. Ensuite, une révolution doctrinale. Chaque unité apprit à contre-attaquer immédiatement lorsqu'elle était attaquée. L'artillerie concentrait ses feux afin d'obtenir des effets écrasants sur des points décisifs. La défense signifiait des patrouilles agressives et des attaques de harcèlement, jamais une attente passive. Troisièmement, une transformation psychologique. Patton convainquit les soldats qu'ils étaient supérieurs à leur ennemi, non par des discours, mais par un entraînement qui récompensait l'agressivité et punissait l'hésitation. Les unités performantes recevaient une reconnaissance publique. Les officiers qui échouaient étaient relevés de leurs fonctions immédiatement. L'ensemble du corps d'armée apprit une seule leçon. L'attaque réussit, l'hésitation échoue. Les commandants allemands analysèrent ce que révélait El-Guettar sur les capacités américaines. Les Américains avaient adopté une doctrine qui neutralisait les avantages tactiques allemands. La doctrine allemande reposait sur la concentration des blindés pour percer les points faibles. La doctrine américaine répondait par des armes antichars mobiles positionnées pour créer des tirs croisés. Les avancées allemandes devenaient main coûteuses, quelle que soit la supériorité des blindés. La doctrine allemande supposait que les défenseurs se replieraient sous une pression soutenue. La doctrine américaine enseignait des contre-attaques immédiates qui brisaient l'élan allemand. Ce qui ressemblait à une victoire devint soudain une lutte pour la survie. La doctrine allemande mettait l'accent sur la supériorité technique et l'excellence tactique. La doctrine américaine privilégiait la coordination et une puissance de feu écrasante. Les Allemands étaient fiers de la compétence individuelle du commandant de char. Les Américains répondaient par la puissance industrielle des frappes d'artillerie synchronisées, tant sur objectif. C'était une symphonie mécanique de violence. Pour l'infanterie allemande, c'était comme si le ciel leur tombait dessus. Ils n'affrontaient pas des soldats isolés. Ils affrontaient une machine coordonnée qui avait enfin trouvé son rythme. Les Américains ne cherchaient pas à égaler les avantages techniques allemands. Ils rendaient ces avantages insignifiants par une coordination supérieure. Rommel avait rédigé des évaluations révisées avant de quitter la Tunisie. Les Américains avaient appris plus vite que n'importe quel adversaire que l'Allemagne avait affronté. Ils avaient identifié leurs faiblesses à Kasserine et les avaient corrigées en 3 semaines.
Toute offensive future contre les forces américaines exigerait des ressources nettement plus importantes et des tactiques différentes. Le 6 mars 1943, 2 événements critiques se produisirent simultanément. En Tunisie, Rommel lança sa dernière offensive en Afrique du Nord, à Medellín contre la 8e armée britannique. L'attaque fut un désastre en une seule journée. Les forces britanniques stoppèrent net les blindés allemands grâce à des feux anti-chars coordonnés. Les pertes allemandes furent lourdes. L'offensive s'effondra en quelques heures. Ce même jour, George Patton prit le commandement du 2e corps américain. Le départ de Rommel et l'arrivée de Patton eurent lieu au même moment. Le changement de garde était symbolique. 3 jours plus tard, le 9 mars, Rommel s'envola pour l'Allemagne en congé maladie. Sa santé se dégradait, sa jaunisse et son épuisement s'aggravaient. Il ne reviendrait jamais en Afrique. Avant de partir, Rommel rédigea des évaluations mises à jour à l'intention des commandants allemands restés en Tunisie. Le ton avait changé par rapport à ses lettres de février. Il avertissait que les forces américaines, sous une nouvelle direction, montraient une amélioration rapide. Toute opération future contre les Américains ne devait plus supposer qu'ils s'effondreraient comme à Kasserine. L'avertissement de Rommel arriva trop tard. L'attaque d'El-Guettar le 23 mars confirma tout ce qu'il avait prédit. Les commandants allemands, qui ignorèrent son analyse, découvrirent tôt que les Américains s'étaient complètement transformés. Mais Rommel se trouvait déjà en Allemagne lorsque ces avertissements furent confirmés par les faits. Le 13 mai 1943, les forces allemandes en Tunisie se rendirent. Plus de 250 000 prisonniers de l'Axe, la campagne d'Afrique du Nord, était terminée. Les Américains étaient repassés de l'humiliation de Kasserine à la victoire en Tunisie en moins de 3 mois. Les commandants allemands étudièrent les performances américaines et diffusèrent de nouvelles directives tactiques. Ils avertirent les défenseurs de s'attendre à des tactiques américaines agressives avec des avancées blindées rapides et une artillerie concentrée. Les Allemands adaptaient leur doctrine. Lorsque les forces alliées débarquèrent en Sicile le 10 juillet 1943, ces avertissements se révélèrent exacts. Les forces américaines de la 7e armée de Patton avancèrent rapidement le long de la côte occidentale. Les troupes de Patton atteignirent Messine le 17 août, devançant les forces britanniques, dans une course qui donna l'impression d'une supériorité américaine écrasante. Les défenseurs allemands rapportèrent que l'agressivité tactique américaine, combinée à une logistique supérieure, rendait les opérations défensives presque impossibles. En juin 1944, Rommel commandait les forces allemandes chargées de défendre la France contre l'invasion alliée. Il mit en place une doctrine défensive spécifiquement conçue pour contrer les tactiques agressives américaines. Rommel positionna des réserves mobiles près des plages d'invasion probables. Il savait que les Américains progresseraient rapidement à l'intérieur des terres après le débarquement. Les forces allemandes devaient contrequer immédiatement avant que les Américains ne puissent établir leur élan. L'évaluation de Rommel sur les forces américaines avait complètement changé par rapport à ses lettres de février 1943, où il se moquait de leur mollesse. Il écrivait désormais que les Américains s'étaient révélés bien plus avancés dans leurs pensées tactiques que les Britanniques. Leurs forces combinant une supériorité matérielle à des tactiques agressives qui rendèrent la défense statique inefficace. Lorsque le jour J arriva le 6 juin 1944, les préparatifs défensifs de Rommel furent compromis par le refus d'Hitler de libérer les réserves de Panzer. Mais l'analyse tactique de Rommel se révéla exacte.
Les forces américaines, sur les plages d'Utah et d'Omaha, progressèrent agressivement vers l'intérieur, malgré de lourdes pertes. Rommel comprit ce que d'autres généraux allemands étaient encore en train d'apprendre. Les Américains n'étaient plus la force molle et mal entraînée qu'il avait vaincue à Kasserine. Ils étaient devenus une armée professionnelle, dotée d'une doctrine conçue pour exploiter la supériorité matérielle par une application agressive de la force. Après la capitulation de l'Allemagne, les interrogateurs alliés interrogèrent les généraux allemands sur les performances militaires américaines. Les témoignages furent cohérents et révélateurs. Ils ressemblaient à des aveux. Lorsque des hommes comme Hasso von Manteuffel et Albert Kessler furent assis dans des salles d'interrogatoire en 1945, un thème récurrent apparut dans leurs notes, un respect réticent, presque stupéfait. Ils s'attendaient à ce que les Américains ressemblent aux Français ou aux Soviétiques du début de la guerre lents, à apprendre faciles à démoraliser. À la place, ils découvrirent un adversaire qui évoluait à une vitesse qui leur semblait injuste. Le général Hasso von Manteuffel, qui commanda des forces blindées contre les armées américaines en 1944 et 1945, déclara que les Américains apprenaient plus vite que toute armée que l'Allemagne avait affrontée. Ils identifiaient leurs faiblesses et les corrigeaient en quelques semaines et non en plusieurs mois. Le maréchal Albert Kessler témoigna que la coordination de l'artillerie américaine était la plus efficace qu'il ait rencontrée en 6 années de guerre. La rapidité avec laquelle les Américains pouvaient concentrer leur feu sur des objectifs tactiques rendait la doctrine tactique allemande obsolète. Les généraux allemands soulignèrent que la transformation américaine ne reposait pas sur un meilleur équipement. Les armées soviétiques disposaient d'excellents chars. Les forces britanniques comptaient des soldats expérimentés. Mais les Américains combinaient l'avantage matériel avec une doctrine agressive qui rendait ces avantages décisifs. Le consensus, parmi les professionnels militaires allemands, était clair: les forces américaines de 1945 étaient radicalement différentes de celles de 1943. La même armée qui avait perdu à Kasserine était devenue l'une des forces combattantes les plus efficaces de l'histoire. Ils n'avaient pas seulement perdu la guerre, ils avaient reperdu leur sentiment de supériorité. L'évaluation initiale de Rommel après Kasserine était logique au regard de l'expérience allemande. Les armées avaient besoin d'années pour développer une doctrine efficace. Les officiers avaient besoin d'une vaste expérience du combat pour commander efficacement. Les soldats avaient besoin de mois d'entraînement pour combattre de manière professionnelle. Patton prouva cette évaluation fausse en 3 semaines. La transformation apparut à El-Guettar, mais il fallut 90 jours de Kasserine en février à la reddition de la Tunisie en mai pour que les commandants allemands acceptent pleinement que l'amélioration américaine était permanente et non temporaire. Les 3 premières semaines changèrent la doctrine. Les 2 mois suivants prouvèrent que ce changement était irréversible. Le 13 mai 1943, lorsque plus de 250 000 prisonniers de l'Axe se rendirent, les généraux allemands comprirent que les Américains, qui s'étaient effondrés à Kasserine, avaient disparu à jamais. Le leadership comptait plus que l'expérience. La doctrine comptait plus que l'équipement. L'état d'esprit offensif comptait plus que la supériorité technique. Les Allemands construisaient de meilleurs chars. Les Américains construisaient une meilleure doctrine. Lorsque les deux se rencontrèrent à El-Guettar, la doctrine l'emporta. Elle l'emporta de nouveau en Sicile. Elle l'emporta en Normandie. Elle l'emporta à travers la France et jusqu'en Allemagne. Les 90 jours
entre la honte de Kasserine et le triomphe en Tunisie, changèrent le cours du siècle. Ce fut le moment où l'arsenal de la démocratie trouva son épée. Les généraux allemands cessèrent de sous-estimer les soldats américains, car en mai 1943, ils comprirent que l'homme de l'autre côté du trou de combat n'était pas un touriste. Il était l'architecte de leur défaite inévitable.